Merci d'être venu. Et je voulais remercier dans un premier temps la Fondation Aidé, donc Sylvain Reims qui n'est pas là, Sébastien Boulogne qui est là, qui nous a rejoint ce soir, Delphine qui travaille aussi à la Fondation Aidé et qui nous accueille ici. Si vous vous souvenez un petit peu au niveau d'Épilepsie France, nous avons fait un sommet en 2022 à Paris, au ministère de la Santé, avec 6 thématiques qui étaient le parcours de soins, l'emploi, la scolarité, les activités loisirs et sportives, l'isolement et la mobilité. Et il y avait plein d'autres thèmes que nous souhaitions aborder, mais le temps nous manquait, donc on avait décidé de le reporter. Et l'un de ces thèmes, c'était l'épilepsie et les femmes, puisque c'est une situation complexe et très technique. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, et je vais déjà donner la parole à Delphine pour la remercier, et au passage aussi remercier Sylvain Reims de nous accueillir ici. Merci Delphine. Mais de rien, je suis ravie de vous accueillir à l'Institut des épilepsies à Bron, et notamment pour vous indiquer qu'ici il y a pas mal de travail de recherche, et on souhaite aussi avoir des animations et un accueil spécifique pour les patients qui auraient besoin de conseils, etc., avec des rendez-vous. Pour l'instant, on a du mal à trouver des bénévoles, donc c'est aussi pour ça que je souhaitais prendre la parole en introduction en disant que voilà, il faut vous inscrire, il faut nous aider parce que pour faire connaître l'épilepsie, pour sensibiliser sur l'épilepsie, sur nos sujets, alors c'est aujourd'hui épilepsie en des femmes, mais c'est épilepsie et parents, épilepsie et fratrie, épilepsie et emploi, etc., et scolarité, voilà. Tous ces sujets qu'on connaît bien parce que voilà, Christophe, moi et les gens d'Épilepsie France qui sont là ce soir sont impliqués depuis de nombreuses années, pour certains sur ces sujets-là, donc on commence à bien les connaître, même si on ne s'exprime jamais au nom des scientifiques et des médecins, puisqu'on n'a pas leur formation. Dans tous les cas, on a besoin de bénévoles, donc merci d'être présents ce soir. J'espère que ça donnera lieu aussi à quelques adhésions et quelques volontaires. Voilà, je le dis très franchement. Et puis, je vous souhaite un bon moment en notre compagnie. Merci Delphine. Et je tiens à remercier aussi, évidemment, vous verrez tout à l'heure en ligne, le professeur Dupont, le docteur Aubert et le docteur Massardier. Alors Massardier, vous auriez un témoignage vidéo, et le professeur Dupont et Aubert, vous les aurez en ligne, qui sont bien spécialisés sur ce thème. J'ai appelé dans un premier temps docteur Boulogne pour nous présenter la situation. Merci beaucoup, merci à Épilepsie France pour l'invitation. On est ravis de vous accueillir une nouvelle fois à Lyon et à l'Institut ID. Donc, je suis local de l'étape, donc je vais juste faire un petit mot d'introduction pour planter un petit peu le décor, et le contenu médical sera surtout détaillé par Sophie et Sandrine. Donc, pour cette thématique femmes et épilepsie, juste un petit rappel épidémiologique. Le sexe ratio dans l'épilepsie est autour de 1, donc il y a autant de femmes que d'hommes atteintes d'épilepsie. Ça correspond à peu près à 600 000 patients en France, et si on regarde la courbe d'incidence, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, l'épilepsie peut survenir à n'importe quel moment de la vie. On a un pic d'incidence, notamment dans la première vingtaine, ce qui fait qu'on a beaucoup de patientes qui souffrent d'épilepsie, qui sont en âge de procréer, environ 100 000 patientes, et ça correspond aussi à 500 000 de grossesses de patients souffrant d'épilepsie par an environ. Donc on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, je pense que vous êtes au courant de la tératogénicité de certains antiépileptiques, ce qui a conduit à des modifications dans le temps des habitudes de prescription, avec une diminution de certains traitements et l'augmentation de certains d'autres, et des modifications également de modalités de prescription de certains antiépileptiques, et également une prise de conscience de l'importance des spécificités de la femme dans la prise en charge de l'épilepsie. Et dans la dernière recommandation de l'HAS, il est bien spécifié qu'il est recommandé d'aborder à toute femme en âge de procréer, notamment quand il y a un projet de grossesse, d'aborder la contraception, l'influence de la grossesse sur l'épilepsie, sur l'accouchement, comment on adapte le traitement dans le cadre de la grossesse, les compléments vitaminiques, aborder le risque de l'informatique. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend de plus de place dans l'information qu'on doit apporter
à nos patients. Et du coup, ce qui va être abordé là ce soir, ça va être justement différents aspects des spécificités de la femme avec la vie sexuelle, les effets des hormones, les effets de la contraception, les effets de la grossesse sur l'épilepsie, mais également sur les traitements anti-épileptiques, mais également dans l'autre sens. Est-ce que l'épilepsie et les traitements anti-épileptiques ont un impact sur la fertilité, sur la sexualité, sur l'efficacité de la contraception et sur la grossesse? Et c'est justement ce que on va discuter avec les témoignages et avec les présentations tout à l'heure de Sophie et de Sandrine. Eh bien, merci. C'était court et concis et précis. Donc je vais demander à Anna-Louise, qui a piloté ce groupe de travail avec un certain nombre de bénévoles. Donc, est-ce que tu as besoin d'une présentation ici ou pas du tout? Donc je te passe le micro. Bonjour, donc je suis Anna-Louise et je pilote le groupe de travail sur épilepsie et femmes. Je vais avoir besoin de mes notes hein, parce que je n'ai pas vraiment de mémoire. Ici, d'accord, merci. Donc, l'épilepsie de la femme présente des particularités, comme il a été dit. Donc avec le groupe de travail, nous avons dans un premier temps fait un état des lieux à partir de... Merci, comme ça. Merci Hélène. Donc je disais, avec le groupe de travail, nous avons dans un premier temps fait un état des lieux à partir de témoignages, puis en consultant des spécialistes, qui parleront après, nous avons orienté notre travail sur les thématiques suivantes: l'épilepsie cataméniale, la grossesse, les variations hormonales et la contraception. Jusqu'à présent, il en ressort un manque d'informations, de communication, voire un déni concernant certaines spécificités qui sont donc maltraitées, mais aussi non enseignées. Lors de nos recherches, nous avons vu que c'était... Pardon, excusez-moi. C'était le point au niveau des recommandations HAS, mais c'était un point spécifique par rapport à l'épilepsie cataméniale. Donc il n'est fait aucune mention de l'épilepsie cataméniale, entre autres, bien que ce soit une particularité de l'épilepsie répandue chez la femme. Donc comme il a été dit juste avant, le seul point évoqué, c'est à propos de la contraception et de la grossesse. Les femmes épileptiques attendraient plus d'écoute, une meilleure communication patient-soignant, mais aussi entre soignants, ainsi que des formations complètes adaptées aux spécificités de l'épilepsie de la femme. Nous souhaiterions aussi que la recherche médicale se penche vraiment sur le sujet de l'épilepsie cataméniale, car nous avons constaté qu'il y avait très peu d'études spécifiques. Merci. Merci Anna-Louise. Effectivement, c'est un sujet assez précis et sur lequel on aimerait bien, enfin beaucoup de femmes aimeraient beaucoup de réponses. Voilà. Je pense qu'on va passer au témoignage. Donc nous avons 4 témoignages. Le premier, ça doit être toi, Anna-Louise, donc tu reviens. J'ai pas l'habitude de tenir un micro, hein, c'est pas mon métier. Donc, je vais préciser mon âge pour mon témoignage, c'est important. Je vais me mettre au sein d'eux. J'ai donc 36 ans. Mon épilepsie a commencé à l'adolescence, à l'âge de 14 ans. J'avais fait des convulsions à 8 mois à cause d'une forte fièvre, puis plus rien. Les premières années, je présentais des crises partielles, presque toutes les semaines, voire plusieurs fois par jour. C'était très anarchique. Mon médecin s'était quand même rendu compte de quelque chose. Je faisais plus de crises durant la période de mes règles, sûrement la fatigue et tout ce qui va avec, me disait-on. Étant passé par 4 ans d'errance médicale, le nom épilepsie a mis du temps avant d'être posé sur ce que l'on appelait à l'époque des malaises ou vertiges. C'est lorsque j'ai commencé les traitements que les crises se sont amplifiées, sont devenues plus fortes. Et comme c'est souvent le cas avec l'épilepsie cataméniale, ont résisté au traitement. J'ai commencé à faire le lien entre cycle hormonal
et épilepsie lorsque mes crises se sont modifiées. Elles sont devenues généralisées, des crises tonico-cloniques nocturnes, survenant une fois par mois, rythmées sur ce calendrier que tiennent beaucoup d'entre nous. Parfois c'était les jours des règles, parfois l'ovulation, et puis parfois les deux. Ça coïncidait à chaque crise. C'est ainsi que j'ai pu apprendre à anticiper, à me surveiller, puis chercher. Tout d'abord en me heurtant à des spécialistes qui affirmaient que ce lien n'existait pas, puis en trouvant enfin la neurologue qui a su m'écouter, calendrier des crises à l'appui, et en me donnant le nom de l'épilepsie cataméniale. Nous avons essayé de stopper les cycles par la contraception via une pilule, mais cela n'a rien donné. À force de recherche, un traitement a finalement fonctionné, le premier en 14 ans de pharmacorésistance. Les crises n'ont pas disparu, mais grandement diminué. J'ai surtout dû apprendre à m'écouter, à observer mon corps et ses réactions. Cela n'empêche en rien les angoisses liées à la survenue des règles ou de l'ovulation, notamment après 6 ans de crise nocturne mensuelle. Je vais laisser la parole à... Alors, je crois que c'est Anaïs, et je vais me rapprocher pour qu'on puisse, Sophie Dupont et puis Sandrine Aubert puissent t'entendre plus facilement. Donc le micro, c'est juste en dessous. Elles sont à côté. Donc moi j'ai 36 ans aussi, j'ai un parcours similaire avec celui d'Anna-Louise. Moi mon épilepsie elle a commencé un peu plus tard, il y a 13 ans. Donc j'ai commencé par faire des crises généralisées tonico-cloniques qui ont été vite stoppées par la prise de l'amygdale, sauf que ça a évolué vers des crises moins handicapantes mais plus fréquentes. Et jusqu'à 2019, leur fréquence augmentait malgré l'ajout d'un autre médicament. Et en fait, en 2018, je me suis aperçue que les crises se produisaient plus souvent au moment des règles. Au début, j'ai suivi mon intuition, j'ai fait des recherches sur Google. Et donc, alors qu'aucun professionnel de santé, malgré les 7 neurologues qui m'avaient suivi, ne m'en avait parlé. Donc j'ai commencé à noter les crises dans un calendrier en lien donc, avec mes règles. Et donc en fait je suis pas pourtant du genre à remettre en cause les propos des médecins, mais là ça me semblait quand même assez évident. Et j'en ai parlé à mon neurologue qui m'a dit que non, il n'y avait pas de lien a priori. Mais sauf que l'angoisse, voilà, monter quand même liée par rapport aux crises. Et donc j'ai demandé quand même à ma gynécologue si elle pouvait me prescrire une pilule qui arrêterait les règles. Donc ça a eu un bon effet. Les crises ont diminué. Sauf que j'ai eu une très mauvaise surprise puisque j'ai fait une crise généralisée tonico-clonique, la première depuis 6 ans en fait. J'en ai parlé à ma gynécologue, à mon neurologue, qui m'ont dit que c'était pas ça, à cause de ça, parce que j'avais une dose de l'amygdale élevée. Sauf que voilà, ça s'est plus produit depuis, donc je constate quand même qu'a priori il pourrait y avoir un lien. Donc voilà, au final, avec des recherches sur les possibilités de pilules de contraception, j'ai pu trouver une pilule qui arrête aujourd'hui mes crises, qui ne surviennent que très rarement quand je renouvelle mon traitement un peu tard. Voilà. Désolée, c'est peut-être un peu... Non, merci Anaïs. C'est pas évident. Tiffany, il va falloir que tu fasses le tour pour venir témoigner. Ah non, bon. Juliette. Oui, Tiffany est un petit peu malade, donc je vais lire à sa place. Donc Tiffany a été diagnostiquée à l'âge de 9 ans, donc elle a d'abord été suivie en neuropédiatrie, avec plusieurs essais de traitement avant de mettre en place la dépakine vers l'âge de 12 ans, donc, ce qui a fonctionné, ce qui a presque stabilisé son épilepsie. Son neuropédiatre lui a dit qu'il fallait arrêter le traitement et on ne lui a pas trop expliqué pourquoi.
C'est après donc, qu'ils ont appris le scandale de la dépakine. Sauf que voilà, la décision d'arrêter la dépakine a été prise sans les consulter, alors qu'a priori un projet d'enfant n'était pas d'actualité à cette époque-là. Il y a eu plusieurs essais thérapeutiques sans succès. À 16 ans, elle est passée en service d'épileptologie adulte avec un nouveau spécialiste qui lui a proposé donc, de reprendre la dépakine en expliquant bien les risques pour une femme en âge de procréer. Donc, il faut savoir que dans ces cas-là, il faut signer une procédure, il faut signer des papiers pour valider le fait qu'on est bien au courant qu'il y a des risques. Et donc, voilà, les démarches ont été faites aussi pour la contraception. Aujourd'hui, elle est sous dépakine, le traitement fonctionne, et évidemment, l'épileptologue l'informera si un projet de grossesse se présente. En soulignant bien le fait voilà, qu'il est important de connaître les risques sur la dépakine, mais que c'est aussi un traitement qui fonctionne et que ça ne doit pas être ignoré pour les femmes. Voilà. Je complète ce que vient de dire Anaïs, c'est ce qu'on constate, nous, les bénévoles, dans nos permanences téléphoniques, c'est-à-dire qu'on a des femmes qui sont stabilisées avec la dépakine et qui n'ont pas de volonté de faire de grossesse à un moment donné, et qu'il faut savoir donner le choix de manière individuelle. Juliette, je crois que c'était à toi. Parce que Sophie et Sandrine, vous nous entendez quand je suis près d'eux, en fait, c'est ça? D'accord. Bon. Si je te tienne le micro, ça sera plus simple. Oui, moi je vais t'appeler comme ça. Oui, donc moi c'est Juliette, j'ai 33 ans aujourd'hui, donc dans la... Bon anniversaire. Dans la 31e. Et donc en fait, moi j'ai toujours voulu être maman. C'est quelque chose qui m'a toujours enfin, depuis toute petite. J'ai découvert que j'étais épileptique quand j'avais 21 ans. J'avais fait une convulsion bébé, on avait mis ça sur un coup de fièvre, ça n'avait pas été plus loin. J'ai commencé à entendre des voix vers mes 10-11 ans, mais on n'a jamais parlé avec mes parents, on n'a jamais été plus loin. Et c'est à mes 20-21 ans qu'on a découvert que c'était des crises partielles, parce que j'ai fait une convulsion, on a découvert que c'était de l'épilepsie. C'est là que j'ai commencé les différents traitements pour l'épilepsie, pharmacorésistante évidemment. J'ai pu me faire opérer. Donc j'ai un morceau de cerveau en moi, mais qui n'a servi strictement à rien, car l'épilepsie est toujours là. Ça fait 7 ans qu'avec mon compagnon, on pense quand même à faire un bébé. C'est quelque chose que tous les deux on a envie, mais en connaissance de cause. À chaque fois, comme on a un médicament qui était bien, mais quelques mois, c'était toujours des changements de traitement, c'était toujours on fait quoi, comment. Donc toujours un projet qui était remis à plus tard. Le seul médicament qui a marché, c'est qui était efficace pour les crises. Je l'ai découvert il y a 1 an et demi. Quand on a commencé à parler projet bébé avec ma neuro, elle a dit oui, mais du coup ce médicament-là, il faut le retirer. Donc là, c'est un peu le seul médicament qui marche, on ne peut pas l'avoir. Donc on choisit. Tu gardes ton traitement et tu n'as pas de bébé, ou tu en fais un, mais tu prends des risques. Donc voilà. On a fait la deuxième option. Les crises sont évidemment revenues, mais voilà, après c'était en connaissance de cause. Moi, en fait, les femmes épileptiques, il y a le suivi médical qui est une chose, mais moi, ce qu'on a surtout et que les gens ont parfois du mal à comprendre, c'est toutes les questions qu'on peut se poser, c'est les inquiétudes qu'on peut avoir. Et là, moi, par exemple, aujourd'hui, c'est toutes les questions qu'on peut se poser, mais concernant la grossesse en soi. C'est si je fais beaucoup de crises, qu'est-ce qui se passe? On sait que les partielles, c'est pas grave. Les crises généralisées, c'est dangereux pour le bébé. Si je suis toute seule chez moi, comment je vais faire? Il paraît, je ne suis pas médecin, qu'on risque peut-être d'avoir plus de risques que la naissance soit prématurée. Mais ça, je ne sais pas, c'est ce que ma neuro m'a dit, mais elle m'a dit je ne m'engage pas non plus à 300%. Les hormones, quand on est enceinte, c'est qui tout double. On peut en faire beaucoup plus comme beaucoup moins, comme on ne sait jamais. Et moi, c'est des questions pour aussi après. C'est si je fais une crise même partielle, mais une absence avec mon bébé, comment je fais? Alors, ma neuro m'a bien expliqué que de ne pas le prendre comme ça, de ne pas sortir, c'est des choses qui au quotidien sont parfaitement faisables parce qu'on y arrive, et ça va être très compliqué. Donc c'est l'organisation, c'est plein de trucs comme ça. Donc voilà, je sais qu'on est très 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 nombreuses dans cette situation-là. Après, je me dis que si beaucoup de familles arrivent, pourquoi pas moi? Et quand j'en parle des fois autour de moi, les gens rigolent parce que je dis projet bébé, et ils me disent mais pourquoi un projet bébé? Tu peux pas dire avoir un enfant, mais je dis ouais, mais en fait, nous, il faut qu'on anticipe tout le avant, il faut qu'on pense à tout ce qu'il y a avant. On se lance pas comme ça, quoi.
il y a les traitements, le quotidien, et puis voilà. D'où la complexité en fait justement de l'épilepsie et de la femme, et que l'on va pouvoir laisser nos professionnels de donner leur regard. Et je vous remercie beaucoup pour vos témoignages, qui sont pas simples. Je crois que Sophie, je vais vous donner la parole, et je vais me désépingler. Voilà, et je crois que je vous ai réactivé le son. Je vous laisse. Christophe, merci et bonjour à toutes. J'ai pas le partage d'écran pour l'instant. Vous l'avez désactivé, Christophe, en fait. Il faudrait me réactiver le partage d'écran, s'il vous plaît. Je vais vous mettre un présentateur. Alors, c'est là que je retrouve. C'était où est-ce que je pour le plus, allez-y, normalement c'est bon. Impeccable. Vous avez la main? Donc, vous allez me... Oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez mon écran et mes diapositives? Eh oui, on voit l'écran. Oui, super. Vous m'entendez? Ça va? Oui, on vous entend. Tout le monde vous entend. Oui, très bien. Alors, j'y vais. Je suis ravie déjà d'intervenir avec Épilepsie France. Je pense que c'est vraiment important que médecins, associations de patients, on soit ensemble, qu'on échange et qu'on travaille ensemble. Alors moi, ma partie, en fait, ça va être de parler plutôt d'épilepsie catamignale, de sexualité et de fertilité. Globalement, donc, on va voir que, et c'est Sandrine qui va en parler, c'est que il y a un temps qui va être très très centré sur la grossesse et avec une grosse préparation de la grossesse, de planification, ce qui impliquera également une maîtrise de la contraception. Mais il y a quand même d'autres particularités chez la femme avec épilepsie en dehors de la grossesse. Et notamment en fait ce qu'on appelle l'épilepsie catamignale, et puis on va parler un tout petit peu aussi de fertilité et puis bien entendu de sexualité, sachant que la sexualité ce n'est pas forcément donc une problématique propre à la femme, hein, de même que la fertilité. Alors si vous le voulez bien, on va commencer par l'épilepsie catamignale, et parce qu'on entend en fait par catamignale, qui est un mot un petit peu barbare. On dit que en fait, une maladie est catamignale quand il y a une exacerbation des symptômes dans une période particulière du cycle menstruel. Alors le plus souvent, en fait, c'est soit les menstruations, soit les règles, soit l'ovulation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de maladies qui peuvent avoir un caractère catamignal. Vous avez ici une liste, mais qui n'est vraiment pas exhaustive, hein. Donc vous voyez que vous avez l'acné, on a plus de boutons sur certaines phases du cycle, et ça on l'a vécu toutes. C'est vrai aussi pour la lactose, pour l'asthme, le diabète, et bien entendu pour l'épilepsie, et c'est ce dont on va parler. Alors, pour pouvoir parler d'épilepsie catamignale, il faut parler un tout petit peu de différentes choses, puisqu'en fait, on va être ici dans une rencontre entre une épilepsie, et là, c'est pas en fait le cycle menstruel qui crée l'épilepsie, il y a une épilepsie de départ, et puis il va y avoir une situation physiologique, le cycle de la femme, qui va faire qu'il y aura plus de crises à un moment particulier du cycle. C'est donc une rencontre entre une situation physiologique et un terrain d'épilepsie, mais je le redis, l'épilepsie n'est pas créée par la situation physiologique. Alors là, je suis désolée de faire ce tout petit rappel, mais vous le savez peut-être, en fait, donc, il y a en fait donc un cycle normalement qui dure 28 jours, et pendant ce cycle, en fait, tout va être fait pour préparer en fait à la grossesse, à l'ovulation. Donc au niveau de l'ovaire, ici c'est ce que vous avez représenté, en fait c'est un ovaire qui est coupé, et à l'intérieur vous avez ce qu'on appelle des follicules, et donc au tout début donc, du cycle, il va y avoir ce qu'on appelle des menstruations, et puis ensuite il va y avoir la préparation des follicules
pour qu'il y ait un ovule qui devienne mûr et qui soit expulsé au 14e jour. Cet ovule, il va être expulsé dans la trompe utérine, et là, il va ou pas rencontrer un spermatozoïde. S'il rencontre un spermatozoïde, ben, il y a ce qu'on appelle une fécondation, et donc il va y avoir un œuf qui va être créé de la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, et l'œuf, il va migrer dans la trompe de l'utérus, et il va venir dans l'utérus, et il va se ficher dans la muqueuse de l'utérus, c'est ce qu'on appelle l'anidation. Et ensuite, donc, le follicule, il va donc devenir tout petit, voilà. Mais quand il n'y a pas fécondation, c'est-à-dire que quand l'ovule ne rencontre pas le spermatozoïde, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'au niveau de l'utérus, la muqueuse de l'utérus, elle s'était préparée à recevoir un œuf, elle ne va rien recevoir, et donc elle va en fait ce qu'on appelle desquamer, c'est-à-dire qu'elle va perdre en fait sa surface, ça va saigner, et donc ça va donner les règles. Et puis hop, on va repartir sur un nouveau cycle avec de nouveau une ovulation au 14e jour. Donc ça, c'est le cycle féminin, et à partir du moment où on a ces règles, normalement, on ovule. Ça veut dire que du moment où on commence à avoir des règles, normalement, on est fécond. Alors tout ça, c'est dirigé par des hormones. Il y a des hormones qui sont produites dans des glandes qui sont dans le cerveau, qu'on appelle donc l'hypothalamus et l'hypophyse, qui vont donc fabriquer des hormones qui vont donner l'ordre aux ovaires de synthétiser d'autres hormones. Et chez la femme, c'est essentiellement les œstrogènes et la progestérone, et très peu de testostérone, mais il y a un peu quand même de testostérone chez la femme. Il y en a beaucoup plus chez l'homme, mais chez l'homme, c'est les testicules qui fabriquent tout ça. Et puis ensuite, les hormones qui sont fabriquées par les ovaires, elles vont être relarguées dans le sang, elles vont être modifiées dans le foie, et le foie, il va relarguer de nouveau dans le sang ce qu'on appelle des métabolites, c'est-à-dire des hormones modifiées. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de la phase du cycle, il va y avoir des taux différents d'œstrogène en orange ici, et de progestérone en vert ici. Et vous voyez qu'en fonction en fait de la phase du cycle, tantôt on va avoir des pics d'œstrogène, et puis tantôt on va avoir des pics de progestérone. Et ce qui va être important de comprendre, et on va le redire brièvement, mais on peut le dire tout de suite, c'est que pour faire très court et faire très simple, les œstrogènes favorisent plutôt les crises d'épilepsie, alors que la progestérone va plutôt être protectrice. Et donc ce qui va compter en fait, c'est les phases où l'orange est au-dessus du vert, qui seront ici donc les phases de menstruation, et surtout ici aussi le pic d'ovulation. Et bien là, on sera plutôt dans une situation qui est plus propice à avoir des crises. Et puis quand la progestérone en deuxième partie de cycle passe au-dessus, ben là c'est plutôt protecteur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épilepsie cataméniale peut toucher toutes les femmes qui souffrent d'épilepsie, quel que soit le type d'épilepsie. Ça se rencontre dans les épilepsies qu'on appelle généralisées, donc les crises partent d'emblée des deux hémisphères, ou dans des épilepsies qu'on appelle focales, parce qu'elles partent d'une région bien particulière du cerveau, mais c'est quand même un peu plus fréquent quand l'épilepsie est focale temporale. Et souvent, en fait, quand il y a ce caractère cataménial, c'est-à-dire qu'il y a une recrudescence de crise dans un moment bien particulier du cycle, c'est souvent un petit peu plus difficile à être bien équilibré avec les médicaments, donc ça peut être associé avec un peu de pharmacorésistance. Alors pour pouvoir dire qu'une épilepsie est cataméniale, il y a vraiment une définition qui est claire. Il faut que 50% des crises surviennent dans une phase spécifique du cycle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 50% des crises qui surviennent soit au moment des règles, des menstruations, soit au moment de l'ovulation, au 14e jour. Alors pour savoir, généralement, en fait, on demande la tenue d'un calendrier où en fait les jeunes femmes doivent à la fois mettre leur crise et puis mettre également donc leurs règles, c'est le rond ici par exemple.
Et là, vous voyez par exemple cette jeune femme qui met en fait à la fois donc ses crises et ses règles, vous voyez très clairement que oui, elle a bien au moins, voire plus que ça, 50% de ces crises qui surviennent autour des règles. Pas forcément le jour J des règles, hein. Ça peut être 2 jours avant, 2 jours après. Mais globalement, ça survient en période de règles. Mais ça ne veut pas dire, vous voyez bien par exemple sur ce calendrier, qu'il ne peut pas y avoir des crises qui vont survenir sans qu'il y ait de lien avec les règles. Hein. Il faut juste qu'il y ait 50% des crises qui surviennent au moment des règles ou au moment de l'ovulation. Alors, ça touche, en fonction des études, entre 1/3 et 2/3 des femmes souffrant d'épilepsie. Donc c'est quand même très fréquent, hein, l'épilepsie catameniale. Alors globalement, donc, celui qui a le plus étudié l'épilepsie catameniale, c'est un neurologue américain qui s'appelle et qui a décrit en fait 3 types. Un type C1 sur lequel on va revenir où les crises surviennent avant, pendant ou après les règles, mais donc c'est prémenstruel. Un type qu'on appelle C2 où les crises vont survenir essentiellement au moment de l'ovulation, juste un petit peu avant ou juste un petit peu après ou le jour J. Et puis un type qui est quasiment impossible comme ça en fait à définir si on ne fait pas plein de dosages hormonaux, etc. et qu'on ne recherche pas d'ailleurs hein, de façon en clinique. Hein. C'est le type C3 qui correspond à des cycles très particuliers où il n'y a pas d'ovulation. Et pour en fait le type C3, en fait, c'est généralement, on le cherche quand on a des jeunes femmes qui ont du mal à être enceintes. Et on se demande si elles ovulent bien, etc. Et on commence à lancer des gros bilans. Et des fois, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'ovulation, que c'est des cycles anovulatoires. Alors, de loin, les plus fréquentes, c'est le type C1 et le type C2. Donc C1, c'est l'épilepsie cataméniale la plus fréquente. C'est plus de la moitié des épilepsies cataméniales. Et donc, comme je vous le disais, en fait, le diagnostic, il n'est pas trop compliqué. On a besoin d'un calendrier. Alors, généralement, on le demande sur 6 mois à peu près pour être sûr que c'est bien quand même comme ça et que c'est pas par hasard qu'il y a 1 mois ou 2 mois où les crises sont survenues plutôt au moment des règles. Éventuellement, on peut faire aussi des dosages hormonaux, mais généralement, on se contente du calendrier. Et pareil pour le type C2. Hein. On fait donc le diagnostic d'épilepsie cataméniale périovulatoire avec le calendrier de crise et des règles. Alors, ça implique quand même ce calendrier que les jeunes femmes aient un cycle à peu près régulier. Peu importe sa durée, mais il faut pas qu'il y ait des mois où elles aient des règles au bout de 15 jours et puis ensuite qu'elles n'aient pas de règles pendant 2 mois, parce que là c'est assez compliqué, le calendrier et le diagnostic. Pour le type C3 qui est très rare, je le redis, on ne le recherche pas en cas d'épilepsie cataméniale, on ne peut pas le diagnostiquer avec le calendrier de crise, parce qu'il y aura des règles, mais il n'y a pas d'ovulation, donc ça va tout fausser. Donc en fait, le type C3, on le recherche vraiment dans les cas de problèmes de fertilité, et on fait plein de dosages, des échographies, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ce que je vous disais, en fait, c'est que tout ça a quand même une explication très rationnelle. Et que les œstrogènes sont plutôt pro-convulsivants. Alors quand on dit convulsivant, c'est plutôt pro-épileptique, hein, c'est pas forcément des crises convulsives, hein, ça va entraîner, ça peut être des crises focales avec ou sans rupture de conscience. Et donc la progestérone, elle est plutôt protectrice. Alors, donc, je reviens donc au schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on comprend très bien pourquoi ici et ici, il y aura plus de crises et pourquoi là, il y en aura moins. Hein, puisqu'il va y avoir un ratio progestérone sur oestrogène qui sera soit en faveur de la progestérone, soit en faveur des oestrogènes. Alors tout ça, en fait, ça peut amener à des idées de traitement. Alors, il y a plusieurs tentatives de traitement. Soit on donne des agents non hormonaux, donc en pratique, en fait, des benzodiazépines en séquentiel, ça veut dire sur une durée très limitée, dans la phase à risque du cycle. Donc, si on a une jeune femme qui présente plus
de crise au moment des règles, on va lui dire, la pile matin et soir, vous en prenez tout le long des règles, et puis ensuite vous l'arrêtez. Bien entendu, il y a un traitement antiépileptique de fond en plus à prendre tous les jours. Hein. Ça ne change pas les choses. On n'augmente pas les doses du traitement antiépileptique de fond au moment des règles, parce que vous le savez, quand on augmente la dose d'un traitement antiépileptique de fond, le temps qu'il fasse effet, il faut plusieurs jours. Donc là, ça servirait à rien. Donc on donne des benzodiazépines parce que les benzodiazépines, donc c'est l'urbanil, c'est le Valium, c'est le Rivotril, ça a une action très rapide. Donc si on commence la veille des règles, tout de suite c'est efficace. Mais comme c'est des traitements que souvent on essaye de ne pas donner au long cours en traitement de fond, on traite au moment de la phase à risque. Ça vous arrive peut-être aussi de prendre des fois des benzodiazépines dans des situations que vous identifiez comme très à risque de crise. Je ne sais pas, si vous devez sortir, que vous avez fait une nuit blanche, etc. Peut-être que le lendemain, par précaution, vous prenez une benzodiazépine. Mais là, c'est la même chose. Le deuxième traitement qui a été proposé, c'est le Diamox, l'acétazolamide, qui va avoir en fait un rôle éventuellement améliorant, mais en fait, pour être honnête, ça ne marche pas très bien. Alors, le plus logique, puisque je vous ai dit il n'y a pas assez de progestérone, c'est de donner en fait de la progestérone. Hein, voilà, ça c'est vraiment le traitement logique dans l'épilepsie cataméniale. Du coup, on peut apporter de la progestérone soit naturelle, soit de synthèse, soit son métabolite, soit son précurseur. Peu importe, tout ça, ça va aboutir au fait qu'il y aura plus de progestérone en permanence, là pour le coup, dans le sang, et donc on n'aura pas ces fluctuations au niveau du cycle. Alors, pour le coup, il y a des études qui ont regardé ça, et notamment, il y a une grosse étude qui a été faite, toujours aux États-Unis, où on a pris des jeunes femmes qui souffraient d'épilepsie. Certaines avaient une épilepsie cataméniale, d'autres avaient une épilepsie non cataméniale, et à chaque fois, ces jeunes femmes ont été divisées en deux groupes, et on leur a donné soit de la progestérone, mais à forte dose, pour que ça puisse être efficace, soit ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble au médicament, mais qui n'a pas de principe actif, qui est inefficace. On teste toujours les médicaments versus placebo, parce que quand on prend un médicament, on peut être rassuré, et donc avoir un effet positif, mais qui n'est pas lié à l'efficacité du médicament, qui est juste lié au fait qu'on est rassuré. Et donc, si on prend le placebo, on va être rassuré parce qu'on croit que c'est le médicament. Du coup, on aura le même effet et du coup, on va s'affranchir de ça. Alors globalement, cette étude, elle a été négative. Elle a montré en fait que le fait de donner de la progestérone n'était pas efficace, sauf dans un type d'épilepsie qui est l'épilepsie C1, c'est-à-dire l'épilepsie où les crises surviennent au moment des règles. Mais, et là c'est le gros mais, en fait les doses qui étaient données pour être efficaces étaient quand même assez importantes et du coup il y avait des gros effets secondaires. Alors, vous connaissez peut-être les effets secondaires des progestatifs à haute dose, mais ça fatigue, ça fait grossir, ça peut donner ce qu'on appelle du spotting, c'est-à-dire qu'il y a on arrête les règles complètement, mais il y a des petits saignements par moment. Et puis, on sait maintenant que quand on prend des progestatifs à haute dose, il y a peut-être aussi un risque de développer des méningioses. C'est pour ça qu'on est en train, donc les méningioses, c'est des tumeurs bénignes qui se développent aux dépens des enveloppes qui entourent le cerveau et qu'on appelle les méninges. C'est pour ça qu'actuellement, on est en train vraiment, les gynécologues sont en train de revenir en fait sur les traitements progestatifs à forte dose, en continu. Et donc tout ce qu'on peut proposer en fait dans le cadre d'une épilepsie cataméniale en termes de traitement progestatif, c'est des traitements micro-progestatifs, alors qu'ils sont plutôt bien supportés, ils peuvent donner un peu de spotting, c'est-à-dire un peu de saignement, mais voilà, en continu. Mais c'est du palliatif, donc c'est pas hyper efficace, mais je pense que c'est quand même à tester, et qu'en tout cas s'il y a un choix de contraception hormonale à faire, plutôt partir sur des micro-progestatifs quand il y a une épilepsie cataméniale. Alors maintenant, il va y avoir quand même des périodes où ça va s'améliorer physiologiquement, c'est la grossesse, parce que pendant la grossesse, il va y avoir des grosses variations hormonales qui vont être plutôt intéressantes. Donc souvent, les jeunes femmes qui ont une épilepsie cataméniale voient leur épilepsie s'améliorer pendant la grossesse. Et puis, la ménopause.
au moment de la ménopause, il va y avoir également une amélioration des épilepsies cataméniales. Et là, donc c'est des phases de vie. Maintenant, on va parler un tout petit peu de fertilité. Alors, la question, bien sûr, qui se pose chez une jeune femme qui veut être enceinte et qui souffre d'épilepsie, et la question qu'elle pose toujours à son neurologue, c'est de savoir si, parce qu'elle souffre de cette maladie, elle a en fait une fertilité qui est un petit peu diminuée par rapport à des jeunes femmes de même âge, mais qui ne souffriraient pas d'épilepsie, qui ne prendraient pas de médicaments antiépileptiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la littérature, il y a beaucoup d'études qui disent qu'a priori, il y a quand même une petite réduction de la fertilité, mais il y en a d'autres qui disent que ça ne change rien. Et notamment, pour être complètement honnête, il y a un gros papier, une grosse étude qui est sortie assez récemment, qui a regardé en fait le taux de grossesse chez des jeunes femmes qui souffraient d'épilepsie versus des jeunes femmes qui ne souffraient pas d'épilepsie. Et on voit qu'il y avait le même pourcentage de grossesse et le même temps pour obtenir la grossesse à 1 an. Alors, qui était un petit peu allongé en cas d'épilepsie. Mais il y a plein d'autres études qui montrent que peut-être, quand même, la fertilité est un peu réduite chez les femmes et chez les hommes souffrant d'épilepsie. C'est pas du tout propre à la femme, ça, cette histoire-là. Et dans ces cas-là, pourquoi, en fait, quand on est épileptique, on serait un petit peu moins fertile? Pour 2 raisons. Pour des facteurs endocriniens hormonaux, et on revient toujours aux hormones, et ces facteurs hormonaux donc, sont l'effet à la fois de la répétition des crises et éventuellement d'une lésion au niveau du cerveau qui peut donner l'épilepsie, mais avant tout aussi sur des facteurs psychologiques. Il peut y avoir un effet des médicaments, il peut y avoir de la dépression. Vous savez que dans l'épilepsie, il y a quand même 25% de taux de dépression, 40% de taux d'anxiété. Donc ça, on sait que c'est des facteurs qui diminuent la fertilité, ça baisse la libido. Et puis, il peut y avoir en fait une peur aussi d'avoir des enfants. Peur d'avoir des enfants, peur de l'effet des médicaments, peur que son enfant soit épileptique, peur d'avoir du mal à s'en occuper. Et donc tout ça, ça peut être des freins psychologiques qui vont être des blocages dont on n'est pas conscient, mais qui font que, globalement, il y aura moins de grossesse. Mais tout ça peut se résoudre avec une bonne prise en charge. Et si on prend en charge tous ces facteurs psychologiques, et éventuellement si on modifie les médicaments qui peuvent avoir un effet néfaste, souvent, en fait, on va revenir, en fait, avoir des taux de grossesse qui sont ceux de la population générale. Donc il n'y a pas d'obstacle en soi. Il faut comprendre ce qui bloque. Et puis pour parler un tout petit peu de sexualité, on n'en parle pas beaucoup de sexualité sur une consultation en neurologie, tout à la fois parce que souvent le médecin ne pose pas la question, que ce soit aux femmes ou aux hommes, et que souvent les patientes ou les patients ont un petit peu aussi du mal à l'aborder parce que c'est quand même le domaine de l'intime et c'est pas si évident d'en parler avec son ou sa neurologue. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces problèmes de sexualité en population générale, c'est-à-dire chez des Français et des Françaises qui n'ont pas d'épilepsie, pas de pathologie, déjà il y a une dysfonction sexuelle, puisque 15% des hommes rapportent une dysfonction sexuelle et 20% des femmes. Quand on fait des études, cette fois-ci, chez des patients qui souffrent d'épilepsie, on voit que c'est plus élevé. Et en fonction des études, ça peut aller entre 25 et 57%. Et c'est plutôt, ce qui est rapporté, c'est plutôt une hyposexualité. C'est-à-dire une baisse de libido, et donc une baisse du nombre de rapports sexuels, avec ou pas une dysfonction érectile. Là encore, on pense qu'il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça, qui sont à la fois hormonaux et en rapport avec l'épilepsie, mais qui sont aussi éventuellement psychologiques. On revient sur la dépression, l'anxiété, la peur de faire une crise pendant l'acte sexuel. Donc tout ça peut vraiment aboutir à des troubles sexuels. Mais là encore, il peut y avoir des traitements. C'est-à-dire qu'on n'est jamais en fait sur des constats d'échec. Il y a des choses voilà, donc il faut faire un bilan, il faut comprendre pourquoi. Et il y a des médicaments qui peuvent être donnés chez la femme comme chez l'homme pour améliorer, par exemple, s'il y a des troubles érectiles, pour redonner donc accès à tout ça.
Donc il ne faut pas se dire c'est comme ça, c'est l'épilepsie, on ne peut rien faire. Déjà il faut se dire qu'il faut rechercher d'autres causes. Est-ce que c'est vraiment, notamment quand il y a des problèmes à être enceinte, il faut faire des bilans complets, il faut vérifier qu'il n'y a pas de soucis au niveau des trompes utérines, etc. Et puis ensuite, si on ne trouve rien et qu'on pense que c'est lié à l'épilepsie, eh bien il faut une prise en charge pour qu'on puisse en fait arriver en fait au désir de grossesse. Donc moi j'ai fini un petit peu ma partie, et donc là maintenant je vais laisser Sandrine vous parler en fait de la grossesse, hein, et donc forcément de la maîtrise de la contraception, puisqu'elle va vous le redire, hein, mais ce qui va être clé dans la gestion de la grossesse, c'est qu'elle doit être planifiée. Il ne faut pas être enceinte comme ça sans avoir adapté les médicaments, voilà. Et donc pour la planifier, il faut bien entendu maîtriser la contraception. Christophe, je ne sais pas si vous vouliez qu'on discute au fur et à mesure ou à la fin. Je pense qu'on avait prévu un temps d'échange à la fin, si vous êtes encore disponible. À la fin, très bien. Et, c'est à Sandrine. Et je voulais vous remercier parce que c'était plutôt très clair. Je pense que là, dans la salle, tout le monde, je sais que vous attendez la discussion, mais c'était plutôt clair. Et vraiment une bonne vulgarisation pour pouvoir mieux comprendre, c'était parfait. Merci. Alors hop, je vais épingler le docteur Robert. Je crois que vous avez votre présentation, docteur Robert, vous pouvez la partager, je pense. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Donc, ça va bien s'afficher. C'est bon pour vous? Oui. Donc oui, alors bonsoir à tout le monde et un grand merci à Épilepsie France pour m'avoir proposé de participer à cette conférence sur cette belle thématique femmes et épilepsie. Moi effectivement je vais m'occuper de la partie contraception, grossesse, comment préparer la grossesse et puis l'allaitement aussi qui est dans la continuité. La contraception, effectivement, c'est un enjeu majeur, et en particulier chez la femme épileptique. D'une part, il faut aussi sortir un petit peu de cette idée qu'avec une épilepsie éventuellement active, toujours active, la grossesse c'est très compliqué, voire impossible, en dehors de quelques cas où la patiente souffre d'une maladie avec un risque de transmission génétique, ou si elle est atteinte d'un handicap physique ou mental qui va être majeur. Dans tous les autres cas, en général, la grossesse est possible, mais elle doit être préparée en amont et survenir au moment voulu pour le couple et au moment opportun sur le plan médical pour que du coup le traitement soit à ce moment-là, le traitement antiépileptique soit le plus sûr possible à la fois pour la mère et pour le bébé, les deux sont importants. Du coup, en attendant, il faut une contraception qui va être efficace, mais il y a beaucoup de grossesses non programmées, souvent sur des échecs de contraception chez les femmes épileptiques. Et il faut savoir qu'il y a des interactions entre certains médicaments antiépileptiques et la contraception hormonale. Certains antiépileptiques vont agir négativement, baisser l'efficacité de la contraception hormonale, qu'elle soit constituée d'œstrogène et de progestérone ou qu'elle soit purement progestative. Et à l'inverse, on a aussi, dans certains cas, la contraception hormonale qui va agir négativement, notamment sur les taux sanguins de certains antiépileptiques. Les problèmes peuvent se voir dans les deux sens. En ce qui concerne l'effet néfaste de certains antiépileptiques sur la contraception, cela concerne des médicaments qu'on appelle des inducteurs enzymatiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un médicament qui est inducteur enzymatique, c'est un médicament qui va augmenter l'activité métabolique d'une enzyme qui elle-même dégrade d'autres substances ou des médicaments. Et donc en fait, cet inducteur enzymatique va baisser le taux sanguin de ces autres molécules et en ce qui nous concerne, du coup, baisser l'efficacité de la pilule. Donc les antiépileptiques inducteurs vont agir que ce soit une contraception progestative ou œstroprogestative. Certains sont assez anciens et de rares cas ou des cas vraiment assez avec une efficacité très grave. Ça concerne du coup le Gardinal, l'Alexal, la misoline.
le dividende, et il y a d'autres molécules plus récentes comme le tegretol, comme le zébilix, c'est une molécule qui est assez apparentée, et également l'ontoserie qui a été mise en place récemment, qui a eu l'AMM en France plus récemment, qui sont des inducteurs enzymatiques, et là vous avez l'exemple de la chute du taux sanguin du contraceptif, avec différents exemples de médicaments anti-épileptiques, et vous voyez cette chute très importante qui évidemment compromet complètement l'efficacité de la contraception chez les femmes qui ont des médicaments inducteurs enzymatiques, d'où un risque très élevé de grossesse. Les autres types de contraception, on a l'implant qui est lui purement progestatif, et en cas d'inducteur enzymatique, on a une diminution du taux de son progestatif qui est très important, donc un risque de grossesse également très élevé. Le stérilet, quant à lui, dit hormonal, donc imprégné de lévonorgestrel, qui est un dérivé progestatif, garde lui son effet contraceptif maintenu, parce qu'il y a la persistance de l'effet local du stérilet. Le stéréocuivre, lui, n'a pas non plus d'interaction du fait de son local. Et la pilule du lendemain, qui est purement progestative, même si, bon là j'en parle, on sort un petit peu du cadre de la contraception. Alors, il est recommandé classiquement de doubler la dose et de l'utiliser plus précocement, donc dans les 24 heures et non dans les 3 jours comme pour patientes, les autres femmes, mais globalement l'efficacité même dans ces conditions n'est pas certaine, donc c'est pas recommandé. Et ensuite, on a des inducteurs faibles qui sont l'Epitomax au-dessus de 200 mg par jour, le Ficompa qui est quand il est à dose maximale de 12 mg par jour, le Trileptal, le Taloxa et le Sabri. Donc, pour les cas des inducteurs faibles, il y a 2 cas de figure. Le plus simple, c'est le stérilet quel qu'il soit. Et ici, la patiente a vraiment envie de prendre une contraception. À ce moment-là, il faut mettre en place une contraception en continu avec un taux de progestatif qui est plus important, 2 fois plus important que la dose normale. Contraception hormonale et valproate, donc dépakine, micropakine. Évidemment, c'est très important et on verra après pourquoi, même si je pense que vous savez, parce qu'il y a des risques effectivement spécifiques pour le fœtus. Dépakine ou micropakine, donc le valproate, ne modifie par contre pas de manière notable les taux d'œstrogène ni les taux de progestérone, donc la contraception hormonale ne pose pas de problème. Et le cas particulier donc, de l'influence inverse, donc de la contraception hormonale de la pilule sur certains antiépileptiques, ça concerne surtout le Lamictal. Il faut savoir que les œstrogènes baissaient le taux sanguin de Lamictal dans une proportion très importante, de plus de 50%. Donc, chez une patiente qui a une dose de Lamictal à qui on va utiliser une contraception œstroprogestative, il y a un risque de crise. Et à l'inverse, s'il y a un arrêt de la contraception orale, il y a un risque de surdosage en Lamictal lors de l'arrêt de celle-ci. Les progestatifs, quant à eux, ne vont pas modifier le taux sanguin de Lamictal. Du coup, 2 options aussi, soit une pilule purement progestative pour enlever cette influence néfaste des œstrogènes sur le taux sanguin du Lamictal, qui sera alors administré en continu, soit une pilule associant œstrogène et progestérone, et dans ce cas-là, il faut adapter les doses de Lamictal et les augmenter. Il y aurait possiblement, il y a une étude qui a rapporté ça, un effet similaire pour le valproate, donc peut-être un risque de légère diminution du taux sanguin de la dépakine du fait de la contraception quand elle comprend des œstrogènes, mais avec une variabilité très variable d'impact chez les patients, donc ça semble moins crucial, mais il faut quand même garder ça en tête. Donc en bref, quand on est sous inducteur enzymatique, la contraception hormonale, il faut considérer que c'est contre-indiqué parce qu'il ne sera pas efficace. Il faut privilégier le stérilet, quel qu'il soit. Pour les patientes sous inducteur faible, il vaut mieux éviter la contraception hormonale, là aussi privilégier le stérilet. Sinon, il faut mettre en place un progestatif à très bonne dose et en continu. Valproate et autres antiépileptiques, il n'y a pas d'interaction significative.
Et attention aux œstrogènes quand il y a un traitement par l'amygdale, il faut éventuellement réadapter les doses de l'amygdale ou privilégier une pilule purement progestative. En ce qui concerne la grossesse, il y a plusieurs aspects comme Sébastien nous a dit. Il y a l'influence de la grossesse sur l'épilepsie, l'influence de l'épilepsie sur la grossesse, l'influence de la grossesse sur les antiépileptiques, sur leur taux, et l'influence des antiépileptiques sur la grossesse et sur le fœtus. Les données qu'on a sur grossesse sous antiépileptiques, elles sont issues de registres qui sont maintenant assez anciens, certains ont plus de 40 ans, et on a eu un registre à la fin des années 90, le registre européen qui a apporté aussi beaucoup d'informations, qui s'appelait EURAP. EURAP, en ce qui concerne l'influence de la grossesse sur l'épilepsie, dit que dans un tiers des cas, les crises peuvent être plus fréquentes. C'est polyfactoriel, lié à la fatigue, lié à la chute des taux sanguins des enfants. Et aussi, potentiellement, à une mauvaise observance médicamenteuse, parce qu'il arrive assez fréquemment que des femmes qui tombent enceintes, des femmes épileptiques, d'elles-mêmes aient l'initiative de baisser, voire d'arrêter leur traitement, de crainte que soit vraiment problématique pour le bébé, surtout quand c'est des grossesses qui n'ont pas été programmées en amont. En général, ça ne se passe pas forcément très facilement. Le registre nous dit aussi que si l'épilepsie est plutôt bien équilibrée pendant les quelques mois qui précèdent, c'est plutôt positif pour la suite. La polythérapie est un facteur quant à lui négatif. Évidemment, il y a peut-être une épilepsie qui peut être sévère. Et contrairement à ce qui était peut-être supposé par certains, le risque de grossesse est identique tout au long de la grossesse et ne va pas y avoir de sur-risque de crise à l'approche de l'accouchement notamment. Donc on va voir l'influence de l'épilepsie sur la grossesse. L'épilepsie, si on extrait l'effet des crises, si on extrait l'effet des médicaments, l'épilepsie en elle-même, la maladie en elle-même, n'influence pas la grossesse et son évolution. Notamment, l'épilepsie ne semble vraiment pas augmenter le risque de fausse spontanée lorsqu'elle est prise isolément. Les crises, quant à elles, c'est autre chose. Les crises partielles, a priori, il n'y a pas d'impact immédiat, il n'y a pas d'impact à moyen terme, sauf si cette crise partielle s'est accompagnée d'une rupture de contact avec les mêmes chutes, un accident de la voie publique. Là, effectivement, s'il y a un traumatisme, c'est différent. Ce qui semble vraiment problématique, crucial, c'est les crises généralisées quand il y a une phase convulsive. Là, vous avez une étude qui a été menée en Grande-Bretagne sur... alors, dans cette étude, il y avait plusieurs sous-groupes, mais il y avait 80 enfants qui étaient nés de mères épileptiques, mais qui n'avaient pas pris de médicaments pendant leur grossesse. Et Adam et collaborateurs ont retrouvé une chute du quotient intellectuel qui était significative, au-delà de 5 crises généralisées pendant la grossesse. Ce qui indique que des crises fortes et répétées induisent non seulement un risque pour la maman, mais aussi un risque pour le bébé sur le QI. Et il y a d'autres études aussi qui ont montré qu'il y avait un risque aussi exacerbé de retard de croissance in utero, de prématurité et de fausse. En ce qui concerne l'influence de la grossesse sur les antiépileptiques, on a une chute des taux sanguins des antiépileptiques qui va être variable en fonction de l'antiépileptique. Ça s'explique parce que qu'on appelle le volume de distribution du médicament augmente au fur et à mesure de la grossesse, ce qui fait que le médicament va quelque peu, on va dire, se diluer au fil du temps. Donc ça va être important de monitorer, de surveiller les taux sanguins des antiépileptiques. En général, c'est bien de le faire de manière mensuelle. C'est bien d'avoir aussi un conseil avant la grossesse ou en tout cas au tout début de grossesse. Et ça va devoir être surveillé, y compris jusqu'à l'accouchement, puisqu'après l'accouchement, le volume de distribution revient tel qu'il était auparavant. Et si on a dû augmenter, par exemple, le lamital, ce qui est souvent le cas, souvent à titre préventif, c'est vrai que quand on voit des taux sanguins qui tombent dans des taux infrathérapeutiques, on est toujours un peu inquiet. Donc si on a dû augmenter le lamital pendant la grossesse, après l'accouchement, il y a un risque que la patiente ait des effets secondaires sur un surdosage médicamenteux. Et ce qui est vraiment crucial, c'est le quatrième aspect, c'est l'influence des antiépileptiques sur le fœtus. Il y a plusieurs volets, les malformations congénitales et le volet trouble du neurodéveloppement.
Le risque de malformation chez les enfants qui sont issus de patients épileptiques, il est multifactoriel. Il y a des facteurs génétiques qui influent, il y a des facteurs d'hygiène de vie, il y a des facteurs qui sont liés aux crises, mais le facteur principal est l'exposition aux antiépileptiques, et c'est ce qu'on appelle la tératogénicité. Tératogénicité, ça ne concerne pas que les antiépileptiques, c'est le risque quand on est exposé, quand on prend un médicament, d'induire une malformation chez son bébé. Ça concerne une période, en tout cas pour les malformations congénitales, la période de vulnérabilité, c'est le premier trimestre de grossesse, c'est la période où le bébé est en train de former ses organes. La fréquence dans la population générale de ces malformations congénitales majeures est un peu plus de 2%. Un petit peu plus de 0,8% chez les enfants issus d'une mère épileptique mais qui n'avaient pas eu de médicaments pendant la grossesse, et 6% chez les enfants qui ont été exposés aux antiépileptiques in utero, sachant que ces 6%, ça regroupe les enfants qui ont été exposés à méthodulamidal en monothérapie et ceux qui étaient sous polythérapie avec 3-4 antiépileptiques. La dépakine, on sait, c'est la plus délétère de tous les antiépileptiques. Et la polythérapie augmente le risque, mais encore plus évidemment s'il y a la dépakine qui fait partie de cette polythérapie. Là, vous avez des données actualisées qui sont disponibles sur le site de la NSM qui nous fournit finalement un gradient du risque sous antiépileptique partant du lamictal qui est la molécule la plus sécure et celle qui est recommandée dans l'idéal. Jusqu'à la valproate, la dépakine, qui est le plus pourvoyeur de malformations graves. On est dans le chapitre malformation, mais il y a aussi l'aspect neurodéveloppement. On a des risques intermédiaires, mais quand même assez élevés pour Epitomax, Gardénal et l'isopine, et puis après vous avez le gradient. Et il y a aussi des données qui sont insuffisantes pour certaines molécules, soit parce qu'il y a peu de grossesse sous ce type de molécules, soit parce que les molécules sont de développement trop récent, comme le Chitopa par exemple. C'est pour ça qu'en 2015, il y a eu cet accord de soins qui a été mis en place pour la dépakine, pour que déjà d'une part, toutes les patientes sous dépakine soient vues au moins une fois par le neurologue, que les choses elles soient informées et les choses soient tracées, que l'information a bien été donnée à la patiente, qu'on va mettre en groupe de bébé dépakine, et le neurologue doit certifier que la patiente n'a pas d'autre solution que d'être sous dépakine dans le cadre de son épilepsie. Et l'initiation de la dépakine, là ça ne concerne pas le renouvellement, l'initiation aussi peut être faite soit par un neurologue, soit par un pédiatre, soit un psychiatre, et le renouvellement annuel par ces mêmes personnes. Plus tard, on a eu la même chose pour l'Epitomax, à la fois un peu comme pour la dépakine, pour les malformations totales et pour les troubles. Donc on a vu qu'il y avait un effet qui était lié au médicament. Il y a aussi un effet qui est lié à la dose. Vous voyez ici sur cette étude le taux de malformation congénitale majeure est très élevé au-delà de 1 g par jour de dépakine, mais beaucoup plus faible sur des doses autour de 600 mg par jour. On a le même effet, mais dans une proportion moindre, parce qu'on est moins pour ce genre de phénomène. Mais on a aussi un petit effet au-delà de 400 mg par jour de la nutrition. L'influence du médicament, l'influence de la dose de traitement, l'influence de la polythérapie. Alors, en ce qui concernait les malformations congénitales, pendant un assez long moment, il y avait le sentiment qu'il y a un risque de malformation, mais ce n'est pas grave. On va mettre un petit peu d'acide folique, un peu plus que ce qu'on donne aux femmes de la population générale, et ça va un peu annihiler le risque de malformation. C'est pas prouvé du tout, et là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'est plus vraiment recommandé de mettre une dose supérieure d'acide folique chez les patientes avec épilepsie. La prévention des risques, elle est toujours nécessaire avec l'acide folique, mais à petite dose, comme pour toute femme qui envisage une grossesse. Donc ça doit être fait avant la conception, ou 3 mois avant, et pendant le premier trimestre de grossesse. En ce qui concerne le devenir cognitif des enfants exposés aux antiépileptiques, on retrouve cette étude que je vous ai présentée tout à l'heure. Là,
ils ont regardé donc, comment était le QI des enfants qui avaient été exposés à différents antiépileptiques ou en polythérapie. Et en fait, le QI était significativement plus bas pour les enfants qui avaient été exposés à la dépakine, quel que soit d'ailleurs le moment d'exposition au fil de la grossesse. Ensuite, il y a eu d'autres études qui ont montré des risques de troubles du spectre autistique, des risques supplémentaires de troubles du comportement, d'hyperactivité avec troubles attentionnels, etc. C'est une étude qui s'est intéressée à d'autres antiépileptiques pour regarder le quotient intellectuel des enfants qui avaient été sous la Tegretol Keppra pendant la grossesse. Il n'y avait pas de différence entre leur QI et le QI des enfants issus de mères non traitées. Et dit dans Gardénal, globalement, il y a un risque intermédiaire sur le quotient intellectuel. Un site qui est très intéressant et qui ne concerne d'ailleurs pas que les antiépileptiques, c'est le site ACT, qui peut être intéressant à consulter, soit en préconceptionnel et puis surtout pendant la grossesse, au moins dans doute, ce médicament prescrit par mon médecin traitant, je veux quand même vérifier. Il y a des données qui sont tout à fait mises à jour. Voilà ce qu'on trouve d'ailleurs en ce qui concerne les antiépileptiques. Il y a certains éléments dont je vous ai parlé, d'autres que je vais faire après, mais moi ce que je trouve le plus important c'est ça. Un traitement antiépileptique ne doit pas être arrêté ou modifié sans l'avis du spécialiste. Les recommandations actuelles du CRAT, les valproates, que ce soit des paquines, micropakines et puis les spécialités plus utilisées par les psychiatres comme immunorégulateurs, ce valproate c'est le plus tératogène qui doit être mis en œuvre pour éviter une grossesse sous ce médicament. L'Epitomax a un risque élevé aussi, donc même remarque. L'antiépileptique qui soulève le moins d'inquiétude, c'est le Lamictal, et bien ensuite Keppra et Trileptal. Et on avait peu de données finalement jusqu'à tout récemment sous Vinpass, et il y a eu une publication en février 2024 de Peroca qui retrouve des éléments très rassurants en monothérapie sous Vinpass avec des taux de malformation très bas, plutôt engageants. Donc en pratique, avant la conception, il y a tout un réaménagement à faire, donc il faut qu'on ait du temps. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Parfois, il y a 6 mois, donc moi je leur demande de me prévenir dans les 9 à 12 mois à l'avance. Possible, en fait, je leur pose la question à chaque consultation. L'objectif, ça va être d'obtenir une monothérapie si possible, de rechercher toujours la dose minimale efficace, y compris même si on est en polythérapie. Avec l'idée quand même de faire le moins de traitements possible. L'idée, ça va être de revenir un petit peu le traitement pour éviter des prises de traitement qui vont donner des pics sanguins très importants. Donc on va privilégier plutôt les formes à libération prolongée. Et même chose, si une patiente nous dit j'ai un désir de grossesse dans 1 an ou 2 ans, on ne va pas forcément introduire un traitement qui est de développement récent parce qu'on n'a pas assez de données. Abstention. On met en place des collastres au moins 3 mois à l'avance. Pendant la grossesse, l'idée c'est d'éviter les changements de molécules parce qu'il y a un risque de crise, de décompensation, d'état de mal, etc. Et aussi parce que c'est souvent le moment où il y a des chevauchements de traitement. Donc il y a un effet un peu cumul. Vérifier l'évolution des taux sanguins pendant la grossesse, adapter à la hausse nécessaire. La surveillance échographique va être renforcée avec des échographistes aguerris. Et puis il va falloir mettre en place une prise en charge coordonnée, pluridisciplinaire. Ce qui est recommandé, c'est que l'accouchement soit médicalisé, idéalement plutôt dans une maternité de niveau 3 pour qu'il y ait animation à proximité. Et il faut savoir que chez les mères qui ont un antiépileptique inducteur, il y a un risque de saignement après l'accouchement parce qu'elles ont du coup une carence en vitamine K. Donc il y a une supplémentation à mettre en place pendant le dernier mois de grossesse. Et attention au risque de surdosage en postpartum si on a dû adapter la dose du médicament pendant la grossesse. En conclusion, la grossesse, il faut retenir que c'est quasiment toujours possible, mais on navigue entre 2 risques. Le risque lié aux crises généralisées, état de mal, chute, traumatismes divers, et le risque lié aux antiépileptiques, à la fois le risque malformatif, cognitif
et on va dire neurodéveloppementales, donc nécessité absolue de programmer la grossesse à l'avance pour réduire les risques et pouvoir faire les choses de manière sereine. En ce qui concerne l'allaitement, je vais juste en dire quelques mots. On sait qu'il y a des bénéfices indéniables par rapport au nutritionnel, mais il y a des risques à la fois pour la mère et pour le bébé parce que c'est fatigant. Ça met chez la maman, il y a le risque de crise du coup pendant la tétée si la maman est un peu épuisée. Et il y a le risque des passages de l'expression de l'antiépileptique dans le lait, avec des risques sur une imprégnation immédiate et un doute sur qu'est-ce que ça va donner sur le plan cognitif à long terme. Il y a assez peu d'études qui se sont intéressées à ça, je vais vous en montrer deux juste après. Là, j'ai extrait une partie d'un très bon papier du professeur Dupont qui justement n'évoque pas que l'aspect grossesse, allaitement, etc., mais qui parle de toutes les facettes de la prise en charge de la femme, qui en plus est en français et en bactérie. Donc vous voyez qu'on a des données pures pour savoir quel antiépileptique passe très peu dans le lait, la dépakine le dividende, d'autres passent beaucoup plus et d'autres passent sur des passages faibles à moyens. Ça c'est connu. Quel est le risque cognitif d'allaiter les enfants, sachant qu'ils ont déjà de toute façon été exposés in utero à ces mêmes antiépileptiques? Il y a un registre de naissance norvégien qui a comparé les compétences à la fois motrices et sociales chez les enfants exposés in utero, avec ou sans allaitement et avec un allaitement plus ou moins prolongé. Et il retrouvait un effet favorable sur les compétences motrices et sociales de l'allaitement, surtout si l'allaitement avait été prolongé. Notre étude s'est intéressée au développement cognitif, intellectuel essentiellement, des enfants issus de patientes qui étaient en monothérapie in utero, avec ou sans allaitement. Et ce qui influençait le QI des enfants, c'était le QI maternel, parce qu'il est très corrélé. La supplémentation en acide folique, d'antiépileptique, mais l'allaitement rajoutait 4 points au QI verbal. Globalement, ce qui est certain, c'est que la décision doit être conjointe, la patiente doit être bien informée des risques et prendre sa décision de manière éclairée. La décision va être vraiment au cas par cas, en fonction du traitement, de la situation, etc. Il est globalement recommandé cet allaitement, sauf si la patiente est sous une polythérapie très lourde ou si elle est exposée à un antiépileptique à risque ou avec un passage élevé dans le lait, ou si c'est un antiépileptique de développement récent pour lequel on n'a pas assez de données. Il peut être aussi contre-indiqué si les crises sont fréquentes et dangereuses, ou si l'enfant est prématuré, c'est vrai qu'on a réserve parce que les systèmes enzymatiques sont très immatures et donc il y a des risques d'effets secondaires, d'accumulation des antiépileptiques et de tout quand il est prématuré. Ça va être un petit peu le même concept que pendant la grossesse, on va essayer d'éviter au maximum les pics plasmatiques, soit privilégier les formes à libération prolongée, soit au lieu de donner une forte dose, donner plusieurs fois dans la journée des doses. Privilégier les tétées avant que la maman ne prenne son antiépileptique, respecter autant que possible le sommeil de la maman avec un relais par l'intermédiaire du papa pour la nuit par exemple, et quand même surveiller le bébé, ce qui se bientôt grossir, ce qui est endormi. Voilà. Donc, merci de votre attention. Merci beaucoup, c'était tout aussi clair. Je crois qu'on a une dernière vidéo à passer qui était du docteur Massardier, je vous prie m'excuser, que je passe, et puis on passera aux questions-réponses. Effectivement, bonjour à tous, je suis docteur Jérôme Massardier, je suis gynécologue obstétricien, juste à côté à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants. J'ai plusieurs casquettes, je suis majoritairement obstétricien et je m'occupe aussi de diagnostic anténatal et j'ai aussi une casquette d'expert auprès de l'Agence du médicament dans le groupe grossesse et allaitement et je suis le gynécologue obstétricien du groupe grossesse et allaitement de l'Agence du médicament, ce qui
m'amène à discuter aussi assez régulièrement dans ce cadre-là d'antiépileptiques. Et il y a un certain nombre de questions auxquelles on va essayer de répondre. Je suis navré de ne pas pouvoir être avec vous. Je ne suis pas très loin, mais je suis de garde en même temps et c'est compliqué de pouvoir être disponible entièrement. Depuis maintenant un certain nombre d'années, avec Sébastien Boulogne et l'équipe de Sylvain Reims, ils ont mis en place des réunions pluridisciplinaires, des RCP, c'est dans notre jargon, où sont réunis, il en parlera peut-être directement, on se réunit tous les 2 mois à peu près pour discuter de situations de patientes épileptiques qui sont enceintes ou qui ont un projet de grossesse, et en réunissant des neurologues spécialistes d'épilepsie, des généticiens, et notamment une de nos collègues généticiennes particulièrement impliquée dans la génétique et dans l'exposition aux antiépileptiques, en réunissant aussi le centre de pharmacovigilance avec le docteur Cotin et moi-même, entre autres. On essaye de discuter des situations des patientes pour voir quelles sont les adaptations qui seraient nécessaires, quels sont les traitements qui pourraient être modifiés, quels sont les parcours de soins et les suivis qui seraient utiles pour ces patientes, pour essayer de proposer quelque chose qui soit utile. On parle aussi un petit peu de gynécologie entre guillemets de base, mais c'est moins le sujet. Mais vous allez avoir et vous avez eu sans doute déjà un certain nombre d'informations et de présentations autour de ça. Et c'est vrai que ce sont des questions qui peuvent se poser pour vous. On a essayé de lister un certain nombre de questions qui, je pense, sont remontées jusqu'à la Fondation ID pour voir quelles étaient les thématiques importantes. Et dans les questions qui étaient posées, c'était est-ce que les femmes parlent de leur épilepsie à leur gynécologue? J'ai envie de dire, je n'en sais rien et j'espère que ça fonctionne dans les deux sens. Je vous donnerai après quelques pistes aussi, mais en théorie, comme tout médecin, même si c'est pour un suivi tout à fait classique, le gynécologue, il est censé interroger la patiente sur ses antécédents et donc lui demander si elle a des antécédents, si elle prend des traitements particuliers. Et donc, c'est vrai que si c'est la première fois que vous rencontrez un gynécologue, il faudra lui parler de votre épilepsie, du traitement que vous prenez, et qu'il y ait un échange, on y reviendra, avec aussi le neurologue qui vous suit, ça paraît une évidence. Et si c'est une épilepsie qui est apparue après que vous ayez déjà un suivi gynécologique, et même si vous avez l'impression d'être parfaitement bien équilibré par votre traitement, quel que soit votre âge, enfin, si vous avez un projet de grossesse évidemment, mais pas seulement, c'est vrai qu'il faudra en parler. Donc, est-ce que les femmes parlent de leur épilepsie à leur gynécologue? Je n'en sais rien pour tous, mais ça devrait faire partie de la question de base. Je continue d'avoir une consultation de gynécologie standard, et donc effectivement, on discute de ça. Sur la question de savoir est-ce qu'il y a des échanges et un dialogue entre le gynécologue et le neurologue qui existe, et est-ce qu'il est systématique? Pareil, je ne sais pas, mais dans le cadre d'un dialogue confraternel pour prendre en charge une patiente qui a une pathologie chronique, mais en tout cas, ça devrait être systématique. Alors, on est tous d'accord qu'il y a des choses qui devraient se passer, qui devraient être bien faites, et que c'est pas toujours le cas. On est bien conscient, et c'est pas forcément que c'est un mauvais médecin parce que ça n'a pas été abordé, mais que ce soit par un courrier, que ce soit par un mail sécurisé ou non, que ce soit par un coup de téléphone, il pourrait être bon dans un certain nombre de cas que le gynécologue puisse échanger avec son confrère neurologue. Dans une présentation que j'avais fait à un congrès de neurologie qui avait eu lieu à Lyon il y a quelques années, et que j'ai retrouvé pour préparer cette intervention, à la fin, j'avais élaboré 10 commandements. C'était un peu présomptueux peut-être, mais les 10 commandements qui devaient s'appliquer aux neurologues quand on discutait là c'était plus spécifiquement sur la grossesse, mais je crois que je vais me permettre de les citer là parce que c'est des choses que les patientes peuvent aborder avec leur gynécologue, et
premier commandement, c'était pour la grossesse, c'était d'anticiper la grossesse. Et ça me paraît extrêmement important. S'il y a dans l'assistance des jeunes femmes qui ont un projet de grossesse, il est très clair qu'une femme épileptique, elle doit préparer sa grossesse et qu'il ne faut pas se dire, sans en parler à ses médecins, j'ai décidé le mois prochain d'arrêter ma contraception, quelle qu'elle soit, on pourra en reparler, et puis je vais débuter une grossesse. Ça c'est vraiment des mauvaises conditions parce que il faut faire des adaptations peut-être de traitement, vérifier un certain nombre de choses, anticiper un certain nombre de points, notamment dans cette anticipation. Et même si on sait que le bénéfice n'est pas celui qui a pu être espéré à un moment de la prescription de l'acide folique, spécifiquement chez les patientes épileptiques ou sous anticonvulsivants, toute femme enceinte, quelle que soit sa pathologie, devrait prendre de l'acide folique en préconceptionnel. Ça a encore été rappelé par un courrier qui a été envoyé à tous les médecins et que j'ai reçu, comme sans doute beaucoup de mes confrères, cette semaine, pour dire qu'on était très mauvais en France sur la prescription d'acide folique et ça diminue pourtant le risque de certaines malformations. Que cette discussion au-delà de l'acide folique, c'est une discussion dans le troisième commandement, c'était de choisir la molécule la moins tératogène et la plus efficace. On a beaucoup de discussions à l'agence du médicament. Un des représentants d'Épilepsie France siège d'ailleurs avec moi et on est en train de revoir d'ailleurs les pictogrammes sur les boîtes de médicaments et ça concerne aussi les antiépileptiques, c'est pas le sujet du jour. Que dans un des commandements, c'était de dire qu'il fallait que le neurologue il appelle l'obstétricien ou tu demanderas qu'il t'appelle. Et c'est ce qu'on disait juste avant, il faut vraiment qu'il y ait cet échange. Je crois qu'il faut qu'il y ait un suivi échographique avec certaines molécules et c'est une évidence. Pour certaines, on est quand même très tranquille sur ce qu'on appelle la tératogénicité, sur le risque de malformation. Pour d'autres, c'est parfois moins évident et donc en tout cas, l'échographie soit faite par un médecin qui ait l'habitude des malformations. Ça paraît, je crois, du bon sens pour une femme épileptique sous anticonvulsivant et donc qu'il y ait cette échographie un petit peu soigneuse et peut-être un petit peu plus précoce que ce qu'on ferait d'habitude. Pas oublier qu'il peut y avoir pour certaines molécules plus de risque de diabète gestationnel, de diabète de grossesse et donc que ça se dépiste assez facilement aussi. Qu'il y ait des adaptations de posologie, ça c'est le rôle de dose du neurologue de vérifier ça et d'y être préparé à faire peut-être plus de prises de sang que ce qu'il demanderait d'habitude. Et il y a des choses qui nous arrivent quand même très régulièrement sur nous, plus grosse maternité de la région adossée au service de référence d'épilepsie pour la région, de situations de jeunes femmes avec des épilepsies moyennement bien équilibrées, qui avaient prévu d'accoucher proche de chez elles, ce qui était très louable, mais dans une petite, voire une toute petite maternité, et où finalement, c'est plutôt en fin de grossesse que parfois l'anesthésiste se rend compte que l'équipe médicale ne va pas être à l'aise pendant la grossesse et au moment de l'accouchement, et qui, entre guillemets, contre-indique un accouchement dans cette petite maternité. Donc ça, s'il y a une grossesse, et j'aborde plein de points, mais je crois que c'est un sujet qu'il faut que la patiente discute très précocement avec le gynécologue, avec la sage-femme qui va la suivre en début de grossesse pour dire j'ai prévu d'accoucher dans la maternité Tartampion de tel endroit. Est-ce qu'on est certain que compte tenu de ma pathologie d'épilepsie, tout le monde va être d'accord et à l'aise pour pouvoir me prendre en charge et on va pas me dire au moment de la consultation d'anesthésie qui arrive souvent 2 mois avant la date de l'accouchement, désolé madame, vous pouvez pas accoucher dans cette maternité Tartampion, il faut aller accoucher à la CHFME à Lyon et ça c'est d'expérience toujours très traumatisant pour des patientes de se retrouver à découvrir un endroit qu'elles connaissent pas, qui peut être un peu impressionnant parce que il faut venir à Lyon, c'est une grosse maternité. On se gare difficilement, enfin, c'est ce genre de choses très, très pénibles. Donc, ça, j'engage vraiment les jeunes femmes qui débutent une grossesse et qui accoucheraient dans une petite structure à vérifier que leur épilepsie ne pose pas de problème pour l'équipe médicale pour pouvoir anticiper les choses. Et ça, c'est une discussion qui se fait avec le gynécologue obstétricien, parfois avec l'anesthésiste. Et donc, il ne faut pas hésiter à demander, à dire, je vais être obligé de voir un anesthésiste pour l'accouchement, est-ce que je peux le voir plutôt que d'habitude, et que si
il y a besoin, il faut là aussi, dans l'échange entre médecins, que le neurologue il puisse échanger avec l'anesthésiste pour dire voilà des particularités, voilà ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire si malheureusement il y a une crise au moment de l'accouchement ou tout de suite après l'accouchement. Ça paraît extrêmement important et d'anticiper aussi les adaptations de traitement tout de suite après l'accouchement. Il y aura peut-être eu des modifications de traitement pendant la grossesse et de dire, OK, une fois que je vais avoir accouché, je vais peut-être pas pouvoir voir mon neurologue dans la semaine qui suit. Qu'est-ce que je fais au niveau de mes traitements? Est-ce que je reviens à des posologies que j'avais avant la grossesse ou en début de grossesse? Est-ce que je change ça? J'ai parlé un peu de grossesse, mais ça a été abordé avant aussi, sur des questions qui se posaient sur l'accompagnement que le gynécologue peut proposer pour gérer des retentissements de son épilepsie, sur son cycle, sur sa sexualité, sur ses projets de grossesse. Projet de grossesse, je crois qu'on y a déjà bien répondu sur son cycle et sa sexualité. Et on sait qu'il y a des particularités, ça va être abordé avant, donc vous avez déjà peut-être échangé sur ces points. Effectivement, le gynécologue est la bonne personne pour discuter de la pertinence de mettre en place un traitement hormonal éventuellement et avec des bénéfices pour certains des traitements hormonaux démontrés et avérés, notamment sur des formes qu'on appelle cataméniales, c'est-à-dire de crises qui surviendraient plus spécifiquement à des périodes du cycle en particulier. On sait qu'il peut y avoir des troubles, en tout cas, plus fréquents des deux côtés, hommes ou femmes d'ailleurs, sur un certain nombre de problèmes de sexualité, et que même si le gynécologue pourra sans doute pas tout régler, il pourrait être un chef d'orchestre pour proposer des consultations, et les sages-femmes peuvent être des relais précieux pour ces problèmes de sexualité, parce qu'il peut y avoir des questions parfois de rééducation du périnée, de problèmes musculaires ou autres, ou de réassurance. Et donc parfois, il faudra effectivement voir plusieurs professionnels. Alors il y a des sexologues, c'est pas toujours très facile d'y avoir accès parce qu'ils sont pas si nombreux que ça, mais la plupart des gynécologues vont avoir dans leur carnet d'adresses de confrères, que ce soit des médecins, que ce soit des sages-femmes, éventuellement des possibilités d'adresser des patientes en consultation de sexologie. Mais si on n'en parle pas, on ne peut pas régler le problème. Et ça, je crois que c'est vraiment un message qui est important. On est dans une société qui est quand même plus à l'aise, me semble-t-il, pour aborder ces questions de sexualité qui, pour l'OMS, font partie de la bonne santé générale. Et donc, il faut en parler, parce que si vous n'en parlez pas, ça, pour le coup, c'est peut-être pas le gynécologue qui, au milieu de tout ce qu'il va avoir abordé avec vous, de votre contraception, des troubles du cycle, de projets de grossesse éventuels pour certaines, va peut-être pas prendre le temps de parler de sexualité. Donc, n'hésitez pas à l'aborder, parce qu'il y a des choses qui sont possibles autour de ça. Dans les questions qui se posaient aussi, est-ce que les gynécologues sont informés du risque d'inefficacité de la contraception lorsqu'associé à certains traitements antiépileptiques? Alors, ça, oui, j'ai envie de dire que ça me paraît la base. Et vraiment, dans toutes les études de médecine des gynécologues, on sait qu'il y a des médicaments qui vont pouvoir être ce qu'on appelle des inducteurs enzymatiques, ou pour d'autres raisons qui vont avoir des effets sur différents traitements pris. Et donc, me semble-t-il, ça fait vraiment partie des choses auxquelles les gynécologues vont pouvoir être sensibilisés. Et c'est un élément important aussi. Il y a de plus en plus de difficultés à avoir accès à un gynécologue, j'en suis bien conscient. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui se tournent vers des sages-femmes et qui sont plus nombreuses que nous maintenant installées en ville pour le suivi gynécologique de base, que ce soit les frottis du col de l'utérus, que ce soit les problèmes de contraception. En théorie, une patiente qui a une pathologie chronique ne devrait pas être prise en charge par une sage-femme. Il y a quand même des sages-femmes qui font très bien, qui vont être capables de passer le relais à des médecins aussi. Et donc, c'est vrai que s'il y a une difficulté dans la région où vous résidez, la ville où vous résidez, à avoir des rendez-vous rapides avec un gynécologue, ça peut être éventuellement possible de dire je
il y a une sage-femme près de chez moi qui va être plus disponible, je vais peut-être aller la voir et puis dire, je sais qu'il faudra probablement que vous posiez la question à un médecin et de pouvoir voir les choses. Il y a des neurologues qui sont très bons. Alors, je suis peut-être mal élevé par les neurologues épileptologues à côté de chez moi, dans le service de Sylvain Reims et où travaille aussi Sébastien. Mais en fait, il y a quand même des tas d'épileptologues qui sont assez au point sur la contraception et sur les traitements aussi. D'autres, probablement moins. C'est sûr qu'un épileptologue, il fait ça toute la journée, c'est plus facile pour lui, comme c'est plus facile pour moi de gérer certaines choses que je gère toute la journée, notamment pour des grossesses à risque. Mais ça veut dire aussi que vous avez le droit d'en parler à votre neurologue qui pourra être sensibilisé à ça et qui pourra vous donner des éléments pour ça aussi. Autre question qui était posée en disant est-ce que les gynécos savent qu'il y a des épilepsies cataméniales? Ah, alors ça, c'est une bonne question. Et pour le coup, là, je vais être beaucoup plus dubitatif sur les compétences de mes collègues. Et il n'est pas impossible, en tout cas, que si vous avez une forme à recrudescence cataméniale, que peut-être, alors on a dû l'apprendre dans nos études, hein, sûrement, je ne me souviens pas de tout ce qu'il y avait dans nos livres d'étudiants en médecine et d'internes en gynécologie obstétrique, mais peut-être que ça leur sautera pas à la tête de dire qu'il peut y avoir ça. Donc, en tout cas, ça veut dire qu'il faut parfois être proactif aussi sur sa santé et de dire, bah, oui, j'ai des formes à recrudescence cataméniale. Est-ce que vous avez quelque chose à me proposer avec les contraceptions progestatives, notamment qui peuvent être adaptées pour ça? Et après, bah, on peut imaginer aussi qu'il y ait un certain nombre de choses qui puissent se faire à distance et le Covid a quand même beaucoup favorisé ça au milieu de tous les drames que ça a pu créer. La téléconsultation, c'est beaucoup amélioré, beaucoup facilité et on peut imaginer qu'il puisse y avoir des téléconsultations avec peut-être des gynécologues qui vont être plus experts dans certains types de contraception et que ça puisse être une idée, que ça peut être en lien avec votre neurologue, épileptologue ou avec un service de référence, de proposer une téléconsultation parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'un examen clinique s'il a été fait récemment par le gynécologue près de chez vous, la sage-femme près de chez vous. Il nous arrive de faire des téléconsultations en disant que ça va simplement être du conseil et de la discussion. Et donc ça, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut être utile. Voilà un peu les différents sujets qui me semblaient intéressants d'aborder au milieu de tout ce qui a sans doute déjà été dit avant. Je ne sais pas si Marie-Corinne l'a fait à des idées d'autres questions qu'il faudrait pouvoir aborder. Alors, je suis désolé de ce format qui ne m'a pas de répondre en direct, mais je veux bien volontiers laisser mon adresse mail et s'il y a des questions absolument brûlantes de l'une ou l'un d'entre vous, de pouvoir y répondre par mail, ce sera bien volontiers. Voilà, bonne soirée. Encore merci pour toute cette organisation et navré à nouveau de ne pas pouvoir être physiquement avec vous. Excusez-moi, je reprends la main. Allô, vous m'entendez? Dans la salle, oui. Est-ce que Sophie et Sandrine, vous m'entendez ou pas du tout? Alors, attendez. On vous entend pas. On n'entend rien. Allô, vous m'entendez? Pas du tout. Vous m'entendez peut-être là? Non? Ah, ouais, ça y est. Ça y est. Alors, je voulais vous remercier déjà, parce que c'était l'une et l'autre excessivement détaillé et précis. Pardon, je baisse le son dans la salle parce qu'apparemment c'était un peu fort. Et je voulais remercier aussi le docteur Massardi qui n'est pas là, mais pour sa présentation. Je voulais savoir s'il y avait des questions dans la salle dans un premier temps.
Et si vous pouviez poser vos questions, peut-être que Sophie ou Sandrine pourront essayer de vous répondre. Alors, il y a des questions dans la salle. Voilà. Alors dites-la, je vais la répéter. Vous avez parlé de contraception d'urgence, comme quoi celle au lévonorgestrel n'était pas suffisante. Je suis désolé, je vous entends pas en fait. Ah, ok. Contraception d'urgence, pas forcément suffisante. Oui. Est-ce que... Ah non, je sais pas fini, tu vois. Est-ce que Unipristal, ça peut être utilisé chez des femmes épileptiques qui sont sous traitement du coup? Alors, une demoiselle nous parle de traitement d'urgence. Alors, donc, la précaution qu'a dit tout à l'heure Sandrine, c'était sur les médicaments antiépileptiques qui étaient inducteurs enzymatiques. Mais du coup, la contraception d'urgence a un risque de ne pas être efficace. Oui, mais du coup, ça dépend des traitements antiépileptiques, quel que soit la contraception d'urgence. Oui. Ok, ça marche, merci. Je vais juste redonner la question si vous m'entendez, Sophie et Sandrine. Il y avait une question sur les traitements de contraception d'urgence et il y avait une précision, c'était quel traitement? Le risque, si on a un traitement inducteur enzymatique, voilà. La réponse était que quelle que soit la contraception d'urgence, il y a un risque de diminution d'efficacité. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur Beau. Au niveau des jeunes filles, il y a beaucoup de jeunes filles qui débutent leur épilepsie à l'adolescence. Est-ce que c'est lié statistiquement? Est-ce qu'on sait si c'est souvent lié à des problématiques hormonales ou c'est la même chose pour les garçons et c'est le même stade? Alors, Patrick nous pose la question aussi des jeunes femmes qui ont des épilepsies qui démarrent à l'adolescence. Est-ce qu'il y a un lien potentiel, c'est ça, avec les évolutions hormonales? Ou est-ce que le risque de développer une épilepsie est le même chez garçons et filles à l'adolescence ou est-ce qu'il n'y a pas une spécificité chez les jeunes filles? Voilà, est-ce que... Alors, viens poser ta question, parce que tu sois bien plus près de moi que Sophie et Sandrine puissent t'entendre correctement. Merci, Patrick. Pour le micro? Oui, mais à côté de mon oreille maintenant. Ah, à côté de ton oreille. En fait, je demandais, bonjour, merci pour les exposés. Je demandais en fait s'il y avait une spécificité sur les débuts d'épilepsie chez les jeunes filles par rapport aux jeunes garçons, vu qu'il y a une spécificité liée aux hormones. Est-ce que ou alors est-ce qu'il n'y a pas de différence sur le nombre de dépistages à l'adolescence? Est-ce qu'il y a des façons de traiter différemment aussi les jeunes filles par rapport à si c'était des enfants? Justement, est-ce qu'on se pose la question tout de suite? Est-ce que ce ne serait pas un lien hormonal qui aurait révélé ça? Merci. Oui, c'est-à-dire qu'on ne traite pas en fait une jeune fille adolescente qui débute une épilepsie comme une petite fille, et notamment, on va tout de suite penser contraception et grossesse chez une adolescente. Du coup, comme Sandrine l'a très bien dit, on ne mettra pas d'inducteur enzymatique et puis on ne mettra pas de valproate ou de topiramate. Voilà. Pour le valproate, en tout cas, on n'en mettra pas ni en première ni en deuxième intention. Après, si vraiment l'épilepsie n'est absolument pas équilibrée, on finira en mettre du valproate. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus ne pas bien traiter. Voilà. Mais en tout cas, en première intention et même en deuxième intention, c'est clair qu'on ne partira pas sur du valproate. Et puis c'est clair aussi qu'on ne partira pas sur des inducteurs enzymatiques parce que, part du principe que quand même la jeune fille doit avoir le choix de sa contraception et qu'elle n'a peut-être pas forcément envie d'emblée d'un stérilet et qu'elle veut peut-être commencer avec une pilule. Donc on va faire en sorte de choisir un médicament qui respecte ça. Ce que j'avais à dire, c'est quand même, on est dans une situation très complexe qu'on n'avait pas imaginée. Vous m'entendez pas, Sandrine, c'est ça? Si. Des situations très complexes et que j'ai vécues. Ah oui, la parole, allez-y. Allez-y, Sandrine. T'as pas le micro? Désolée, ça capte tellement que je n'ai pas compris la question. Merci à Sophie d'avoir. J'espère avoir compris. Hein. Oui, c'était ça, Sophie, c'était tout à fait ça. Oui, donc je disais qu'elle est très intéressant tout ce qu'on a vu, parce qu'en fait, on a des situations complexes.
Je crois que Patrick, on est témoin avec moi et d'autres dans toutes nos permanences téléphoniques où on a des appels d'adolescentes ou même de mamans qui s'inquiètent pour leur fille, où il y a eu des complications. Je dirais que la première chose que l'on peut conseiller déjà, c'est de ne pas arrêter ces traitements du jour au lendemain. C'est la première chose, d'en parler. Et puis de parler ouvertement avec son neurologue et son gynéco, parce que c'est vraiment important, quitte à en changer si vraiment on a l'impression qu'on n'est pas entendu ou pas comprise. Je pense qu'il faut faire évoluer cette situation et pas hésiter à aller voir derrière ailleurs, donc d'autres professionnels quand on n'est pas entendu. Et ça permet d'une meilleure prise en charge et une meilleure compréhension de sa situation et de son évolution. Delphine, tu voulais intervenir à côté de moi pour que justement on s'ennuie. Oui, moi j'ai trouvé ce temps vraiment incroyable, extraordinaire. Merci pour avoir rendu tout ça assez compréhensible. Et juste par rapport au ressenti ce soir de jeunes femmes, de jeunes filles, vis-à-vis de cet exposé, ne jamais se décourager. Il y a aussi le fait qu'on ait eu des témoignages de nos adhérentes ce soir, c'est très fort. Et ça prouve une chose, c'est que en s'associant, en parlant, en partageant, on arrive à avoir des enfants quand on souhaite des enfants, on arrive à avoir une sexualité épanouie quand on veut une sexualité épanouie, malgré la maladie. Et c'est un peu ça, Épilepsie France, c'est la vie d'abord. Donc ça peut, avoir un exposé comme ça de tous les risques, ça peut être un petit peu stressant. Donc c'était aussi pour passer un message vraiment d'espoir et de soutien. En se parlant, on y arrive, on s'entraide. Voilà, donc ça c'est aussi important de penser médecin, penser aussi association, penser aussi entraide, parler, partager, parce que c'est comme ça qu'on arrive à déboucler pas mal de peurs aussi, et d'angoisse et de dépression dont vous parliez tout à l'heure, Sophie. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Dupont, docteur Aubert-Conil et puis docteur Boulogne encore. Et merci à toutes et tous. Merci au témoignage. C'était fort, c'était important. Elles ont travaillé depuis des mois sur ce sujet et c'était compliqué. Je les en remercie fortement. Sachez que l'association elle est à côté des patients. Elle est toujours là. On est présent dans 80 départements, donc n'hésitez pas. Et on est de toute façon ouvert à travailler avec les professionnels, comme disait Sophie, parce que c'est très important. On travaille ensemble dans le même sens, et je crois qu'on le fait bien depuis de nombreuses années, avec Delphine avant moi, et avec moi depuis quelques années, mais on avance tous ensemble. Merci encore, et à très bientôt, bonne soirée.